Mesdames et messieurs, je suis très honoré de participer de nouveau à ce colloque et d'être dans votre magnifique pays pour lequel je prie chaque jour. Ma communication s'intitule « Information et contre-révolution », mais ce ne seront évidemment que quelques pas dans ce vaste domaine. Pendant les 3 derniers siècles, l'information, désormais l'arme puissante de tous les régimes politiques, régna d'abord par l'écrit, puis sous d'autres formes technologiques utilisant l'image et conduisant jusqu'au pur virtuel. L'information est un rouleau compresseur. Elle commença sa carrière à l'époque moderne, gagnant ses premières lettres de noblesse au XVIIe siècle, prenant assurance au XVIIIe siècle comme infanterie de la Révolution française, puis triomphant dans l'éclosion journalistique du XIXe siècle, s'attirant par là les premières critiques, telles celles de Balzac ou de Baudelaire. Au siècle dernier, et dans le nôtre, elle est le nerf de la guerre, sans lequel aucun combat ne peut être mené. Notre propos, nécessairement bref et irrévocablement en partie simplificateur, sera donc de présenter, dans un premier temps, les balbutiements d'une information s'organisant en contre-pouvoir au siècle des Lumières et en pouvoir au XIXe siècle, puis, dans une seconde partie, de démonter certains rouages qu'elle utilise pour former ou déformer les esprits, tout en nous penchant sur la possibilité et la nécessité d'en user pour contrer les erreurs tout en conservant des principes moraux dont elle est désormais souvent très éloignée. Première partie, donc, la naissance de l'opinion publique par le journal. Pour comprendre les origines culturelles multiples de la Révolution, il faut prendre en compte la naissance de l'opinion publique grâce à l'écrit, livres et journaux, d'abord au sein de la bourgeoisie éduquée, puis à l'échelle de toute une population. Jürgen Habermas, prenant distance avec l'école de Francfort, publiera en 1962 un ouvrage qui fera date, dont le titre est le suivant, « L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise ». Il y étudie l'émergence de ce qu'il appelle une sphère publique bourgeoise, un peu partout en Europe, soustrayant aux États ces discussions et gardant les peuples de participation à ces débats, tout en les façonnant à ces idées par la révolution de l'information. Alain Letourneau résume ainsi ce concept phare révolutionnaire. L'espace public, c'est un ensemble de personnes privées rassemblées pour discuter des questions d'intérêt commun. Cette idée prend naissance dans l'Europe moderne, dans la constitution des espaces publics bourgeois qui interviennent comme contrepoids des pouvoirs absolutistes. Ces espaces ont pour but de médiatiser la société et l'État en tenant l'État responsable devant la société par la publicité, la Öffentlichkeit dont parlait Kant. Quelles que soient les divergences d'approche autour de cette idée, il n'empêche que la presse écrite imposa sa loi dans la propagande, sans plus aucun rapport avec cet aspect délibératif et raisonné qu'Habermas voulut mettre en lumière un peu naïvement. Depuis, des philosophes comme Pierre Bourdieu ont analysé l'outil de manipulation que représente la presse d'opinion et les médias modernes, à commencer par la télévision. Ce dernier définit de façon éclairante ce qu'est le champ, réalité qui se retrouve dans toutes les autres sphères modernes de l'information. Un espace social structuré, un champ de force, il y a des dominants et des dominés, il y a des rapports constants, permanents, d'inégalité qui s'exercent à l'intérieur de cet espace. En fait, ce rapport dominant-dominé est un fruit de l'époque moderne. Si au départ le journal imprimé était officiellement l'objet d'une censure plus stricte que celle s'appliquant aux livres, il échappa très rapidement au contrôle des États. Là se trouve en germe ce qui explosera dans la massification de la diffusion de l'information par Internet. En France, le premier journal fut La Gazette, créée par Théophraste Renaudot en 1631. Elle paraîtra jusqu'en 1915.
À l'origine simple transmetteur de contenu, ou tout au moins s'affichant comme tel tout en poursuivant des buts moins avouables, le journal et tous les moyens d'information après lui est très vite un instrument non plus d'argumentation, mais de simple persuasion et de séduction manipulatrice. Ce n'est pas par hasard si ce besoin soudain d'information naquit au siècle de Descartes, lui qui, y mettant prudemment les formes, ouvrit les portes à l'esprit critique, s'appliquant à tous les domaines sans exception. Le philosophe maintenait deux maximes de ce qu'il appelle sa morale par provision, à savoir l'obéissance aux lois et aux coutumes de son pays sous l'autorité de la religion, et, en revanche, une totale liberté pour, comme il dit, le reste. Cette révolution cartésienne fut parfaitement pratiquée par les premiers journalistes professionnels et par les faiseurs d'information préparant le terrain au bouleversement de 1789. Chacun en France connaît ou devrait connaître les incroyables campagnes de diffamation ordurière dont furent victimes le roi et la reine sans que la censure officielle ne pût ou ne voulût réagir. Les nouveaux groupes de pression écartèrent peu à peu le monopole des autorités traditionnelles en créant une instance inédite de critique, de jugement. L'exclusion du roi, de la cour, des académies transféra le pouvoir dans les loges, les salons, les cafés, les clubs, les journaux. L'opinion était née, et elle ne cesserait de se développer, de s'ancrer, de tout envahir. Pourtant, durant ces décennies effervescentes du XVIIIe siècle, l'opinion demeure encore la chasse gardée des nouvelles élites autoproclamées, à savoir celle d'une race étrange, les philosophes, ceux que l'on appelle aujourd'hui les intellectuels. De cette époque date le mépris affiché pour le peuple, mépris si constant depuis dans la classe politique. Condorcet oppose par exemple opinion à populace. Marmontel parle de l'opinion des gens de lettres contre l'opinion de la multitude. D'Alembert loue le public vraiment éclairé et regarde de haut ce qu'il appelle la multitude aveugle et bruyante. Malesherbes, lors de sa réception à l'Académie française en 1775, n'hésitera pas à déclarer, et je vous cite cette phrase en entier, « Il s'est élevé un tribunal indépendant de toutes les puissances, et que toutes les puissances respectent, qui apprécie tous les talents, qui prononce sur tous les gens de mérite. Et dans un siècle éclairé, dans un siècle où chaque citoyen peut parler à la nation entière par la voie de l'impression, ceux qui ont le talent d'instruire les hommes et le don de les émouvoir, les gens de lettres, en un mot, sont au milieu du public dispersé, ce qu'étaient les orateurs de Rome et d'Athènes au milieu du public assemblé. L'opinion publique devient un tribunal qui sera lui-même balayé par celui de l'opinion populaire, certes admirablement téléguidé par quelques esprits puissants et retors. Condorcet ne s'y trompe point lorsqu'il dessine l'éloge de l'imprimerie comme ayant permis la constitution d'une communauté sans présence visible. Le goût de la lecture, si bien souligné par Malesherbes, nommé directeur de la librairie en 1750, conduisit au goût de raisonner par soi-même, de juger, de critiquer. De la tolérance affichée, le résultat sera irrémédiablement une liberté sans contrainte et la mise en place de méthodes conduisant à mener la populace. Le livre lui-même sera rapidement désacralisé au profit de l'éphémère. Le périodique, le libelle, le pamphlet. La lecture patriarcale et quasi biblique à la veillée au coin du feu s'efface devant un nouveau rapport au texte. Plus de références religieuses, ouvrages plus courts, textes tendancieux invitant à une attitude critique, indépendante des autorités classiques et traditionnelles. Quelques décennies plus tard, le mal s'est étendu comme une lèpre, gagnant la Révolution, puis des révolutions. Aucune restauration ne pourra vraiment s'accomplir, car les esprits sont déjà empoisonnés
habitués à être manipulés et à épouser l'opinion qui leur est dictée. Honoré de Balzac, pour sa comédie humaine, inscrira la trilogie des illusions perdues au cœur de l'œuvre, justement en démontant pièce par pièce le manège des critiques, des journalistes, des écrivains à la mode. Dans son avant-propos, Balzac réagit par une dogmatique rappelant quel est l'objet du combat intellectuel, à savoir une trilogie, monarchie, religion, vérités éternelles. D'où sans doute l'insuccès de ces ouvrages qui naviguaient à contre-courant. Charles Baudelaire ira plus loin dans la critique et l'invitation à une réaction. Il écrira à un correspondant « En matière littéraire, surtout, la monarchie est ce qu'il y a de mieux, plutôt le premier venu qu'un comité. » Fin de citation. Le spleen de Paris, publié après la mort du poète, est d'ailleurs un spleen journalistique. L'auteur a fréquenté les salles de rédaction dans sa jeunesse. Lui qui écrivit dans Le Corsaire, plus tard rebaptisé Le Corsaire Satan, La Silhouette et Le Salut public, sa période républicaine et politique rapidement abandonnée pour l'exécration de la médiocrité démocratique. Il déclare « Il est impossible de parcourir une gazette quelconque de n'importe quel jour ou quel mois ou quelle année, sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les vanteries les plus surprenantes de probité, de bonté, de charité, et les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation. Le journal, de la première ligne à la dernière, n'est qu'un tissu d'horreur. Guerre, crime, vol, impudicité, torture, crime des princes, crime des nations, crime des particuliers, une ivresse d'atrocité universelle. Et c'est de ce dégoûtant apéritif que l'homme civilisé accompagne son repas de chaque matin. Tout en ce monde sue le crime, le journal, la muraille et le visage de l'homme. Je ne comprends pas qu'une main pure puisse toucher un journal sans une convulsion de dégoût. Cette détestation de l'ogre journalistique le conduisit jusqu'au geste le plus extrême lorsqu'il tenta de se suicider le 30 juin 1845, après avoir laissé comme message d'adieu à son ami Louis Ménard « Les journaux à grand format me rendent la vie insupportable ». Il dénonce la pionnerie des gazetiers, les canailles de directeurs ou les vices du lecteur. Les rotatives qui emportent le papier entraînent dans un même élan les esprits vers la médiocrité. Il résume « De l'infamie de l'imprimerie, grand obstacle au développement du beau ». Il sait de quoi il parle, car il était adolescent lorsqu'est née la presse des premiers quotidiens de grand format, ceux qui allaient peu à peu inonder villes et campagnes et forger de nouvelles mentalités. Le dégoût de la vie qui le saisit ensuite en présence de l'écrasement opéré par le journalisme fait penser à une nausée identique qui habiterait aujourd'hui un jeune homme broyé par Internet, tout simplement parce que le journal d'alors était le pur fruit des principes révolutionnaires, donc du monde moderne, c'est-à-dire de la décadence intellectuelle et spirituelle. Baudelaire, comme Sainte-Beuve, qu'il critiqua à cause de cela, fut un poète journaliste, partagé à la fois entre fascination et rejet. Et il nous donne déjà un élément de réaction pour répondre à l'ignoble manipulation des esprits par les moyens d'information, en prenant la défense en son temps de ce qu'il appelle les petits journaux contre les grandes machines, comme s'il louait aujourd'hui les blogs et sites personnels dans le labyrinthe du système informatique. Il écrit au Figaro, qui était alors un petit journal, à monsieur le rédacteur en chef du Figaro. « Monsieur, il m'est arrivé plus d'une fois de lire le Figaro et de me sentir scandalisé par le sans-gêne de rapin qui forme malheureusement une partie du talent de vos collaborateurs. » Suite de la lettre de Baudelaire. Pour tout dire, ce genre de littérature frondeuse qu'on appelle le petit journal n'a rien de bien divertissant pour moi et choque presque toujours mes instincts de justice et de pudeur. Cependant, toutes les fois qu'une grosse bêtise, une monstrueuse hypocrisie, une de celles que notre siècle produit avec une inépuisable abondance se dresse devant moi, tout de suite je comprends l'utilité du petit journal. Ainsi, vous le voyez, je me donne presque tort d'assez bonne grâce.
À l'occasion de l'anniversaire de Shakespeare, il règle ses comptes avec la démocratie déversée à plein flot par celui qu'il nommera plus bas dans sa lettre Olympio, du titre d'un des célèbres poèmes du poète national Victor Hugo. Sa verve vaut la peine d'être citée. Je vous donne la citation en entier. « Parlons un peu du vrai but de ce grand jubilé. Vous savez, monsieur, qu'en 1848, il se fit une alliance adultère entre l'école littéraire de 1830 et la démocratie. Une alliance monstrueuse et bizarre. Olympio, donc Victor Hugo, renia la fameuse doctrine de l'art pour l'art et depuis lors, lui, sa famille et ses disciples n'ont cessé de prêcher le peuple, de parler pour le peuple et de se montrer en toutes occasions les amis et les patrons assidus du peuple, tendre et profond amour du peuple. Dès lors, tout ce qu'ils peuvent aimer en littérature a pris la couleur révolutionnaire et philanthropique. Shakespeare est socialiste, il ne s'en est jamais douté, mais il n'importe. Une espèce de critique paradoxale a déjà essayé de travestir le monarchiste Balzac, l'homme du trône et de l'autel, en homme de subversion et de démolition. Nous sommes familiarisés avec ce genre de supercherie. Or, monsieur, vous savez que nous sommes dans un temps de partage et qu'il existe une classe d'hommes dont le gosier est obstrué de toasts, de discours et de cris non utilisés, dont très naturellement ils cherchent le placement. » Fin de citation. Très intéressante et très actuelle analyse brossée en quelques traits de l'information post-révolutionnaire dont les chantres sont à la fois, en même temps, se plairait à dire certains flûtistes contemporains, amis et patrons du peuple. Ces années de restauration monarchique furent perdues, car ces acteurs passèrent à côté de l'influence du journal. Il ne faudrait pas poursuivre dans des ornières identiques. Baudelaire parle de supercherie, et il s'agit bien de ce processus tordu qui pousse ses ramifications jusqu'à nous. Même si les supports techniques ont changé, se sont aiguisés et ont acquis en force et en puissance. Seconde partie, l'information déformante et sa réinformation. La caractéristique du monde construit depuis presque 3 siècles est d'être le travail de l'imagination poétique, dans le sens où ce monde ne doit plus être que le produit de l'œuvre de l'homme coupé de toute transcendance. Cependant, il est nécessaire de maintenir un contenu pour faire tourner à vide ce système autosuffisant. Et ce quelque chose est l'information. Nous renvoyons ici à la magistrale analyse de Marcel de Corte dans L'intelligence en péril de mort. Le propre de l'information est de s'opposer aux connaissances acquises une fois pour toutes, aux vérités éternelles, car elle embrasse tout ce qui change, tout ce qui passe, tout ce qui se passe. Le terreau de l'information est l'éphémère, le bref surgissement, l'événement. Malgré tout, l'information s'est revêtue d'une prétention qui ne correspond pas à ses amours de changement, à savoir celle d'être une connaissance exacte. L'homme informé est l'homme qui sait et qui informe ceux qui ne savent pas et qui seront à leur tour informés. Le mot information prend ainsi une ampleur immense qui englobe et dépasse le sens du mot science ou connaissance de la réalité, tout en s'agrégeant l'aspect de vérité ou de conformation à la nature des choses que celui-ci comporte normalement. L'information tend à recouvrir le champ entier du savoir et même du savoir scientifique. La qualité essentielle du savant est aujourd'hui d'être informé. Il faut qu'il sache tout ce qui se passe dans le domaine de sa compétence afin d'ajouter lui-même un fait nouveau à ce savoir qui se transforme sans arrêt. Ainsi s'installe une batterie de missiles plus efficace que les armes nucléaires, celle au service de ce que le jésuite argentin Leonardo Castellani appelait la grande falsification. Ce programme de lente destruction aux 3 visages: diviniser l'homme, unifier les peuples en un seul peuple, faire advenir le paradis sur terre. L'information n'est plus un renseignement, elle est tantôt un poignard, tantôt un poison, selon les besoins du moment. Elle ne cherche pas à éclairer, mais à déboussoler et à conduire le troupeau dans son enclos. Paul Valéry notait « Le fait nouveau tend à prendre toute l'importance que la tradition et le fait historique possédaient jusqu'ici.
Le balayage est radical. La tentation n'est pas neuve. L'homme de la Renaissance recherche déjà son autonomie et son indépendance par rapport au schéma traditionnel. Jean-Pic de la Mirandole, par exemple, exprime la conviction que l'homme, désormais, doit se façonner lui-même, selon toutes les formes que son libre arbitre choisira. Marcel de Corte montre clairement, reprenant Augustin Cochin, que la sociologie du phénomène démocratique explique ce phénomène révolutionnaire de l'information remplaçant les règles et les lois divines de l'univers. L'information abrutit lorsqu'elle dispense de penser. Elle peut au contraire, si elle tourne le dos aux procédés pervers cités ci-dessus, aider à forger l'intelligence. Léon Bloy a souvent dénoncé l'abus de la parole ou de l'écriture pour l'extermination de la pensée, comme il dit, mais il a su les utiliser à revers pour contrer cet empoisonnement. Les pouvoirs misent sur le fait que le public n'a pas de mémoire, comme l'a souligné Georges Bernanos. Une information raisonnée, impartiale et complète sur le passé et sur le présent est un antidote efficace contre les marées roulantes et déferlantes de l'emprise de masse. Enseigner l'histoire, répéter sans cesse les mêmes corrections, apporter à la falsification généralisée, est une méthode qui a fait ses preuves. Déjà depuis 1989, en France, et le bicentenaire de la Révolution, beaucoup d'idées reçues ont été renversées ou remises à plat. Il ne faut pas se lasser et ne pas cesser le combat lorsque nous pensons qu'une bataille est gagnée. Sans cesse, un clou unique doit être enfoncé. Ce n'est que par cette fidélité que l'édifice mensonger pourra être ébranlé, à condition de ne pas procéder comme des amateurs, de soigner tous nos écrits, toutes nos paroles, de vérifier nos sources, d'éviter les simplismes et les caricatures outrancières. Nous pouvons remarquer que l'adversaire vacille lorsque les mensonges qu'il utilise sont trop gros. Ainsi est tombé le communisme en Russie, ainsi la République française est-elle aujourd'hui aux abois à force de crier au loup là où n'apparaissait que l'agneau. Le processus est long, mais il peut être couronné de succès, à condition de ne pas user des procédés reprochés à l'ennemi. Déjà se dessine, certes à partir d'une minorité, un redressement et une résistance. L'expansion du mondialisme et de tous ses rejetons n'est pas une fatalité. Merci beaucoup. ご清聴ありがとうございました。